Bonjour et ravi de vous retrouver dans cet épisode 3 de On Vote 2025, le balado d'ONFR qui vous accompagne durant toute la campagne électorale. Et cette fois-ci, non pas un, mais deux experts seront à notre micro. On aura Philippe Garneau, qui est un expert en marque et en images, qui nous rejoindra tout à l'heure. Et tout de suite, avec nous, la politologue Stéphanie Chouinard. Bonjour Stéphanie. Bonjour Rudy. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques au Collège militaire royal de Kingston. Comment ça va? Ça va bien, merci vous-même. Très très bien, merci. On est toujours content de vous avoir au micro. On a vécu, Stéphanie, une séquence extrêmement condensée. 5 jours, 3 débats là, dans les derniers jours. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Et puis commençons surtout par ce fameux débat en français organisé conjointement par Radio-Canada et TFO. Des positions congrues, cohérentes, en anglais comme en français, déjà, ça partait bien. Le débat en français, on a entendu chacune des quatre candidates représentantes de leur parti bien défendre quand même les positions de leur chef. Mais sur les enjeux autres que les enjeux propres à la communauté franco-ontarienne, on en a, somme toute, appris peu, je dirais. On a surtout répété certaines choses qu'on entendait déjà depuis le début de la campagne et surtout qu'on avait entendu durant le débat des chefs de lundi dernier. Donc, ça veut dire que, bon, elles connaissaient bien les points forts de chacune de leurs plateformes. Mais d'un autre côté, pour ceux et celles qui avaient déjà écouté le débat en anglais, les premières minutes du débat en français étaient un petit peu répétitifs. Et on a besoin de ce temps de parole sur le français, sur la francophonie, parce que le reste du temps, le reste de l'année, à part les invectives parfois à Queen's Park, c'est vrai que la francophonie, c'est sous forme de débat, il n'y en a pas. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez important pour nourrir ce débat et puis connaître exactement ce que veulent les candidats. On a assisté quand même à un tir groupé, on pouvait s'y attendre, mais un tir groupé de 3 candidates sur la ministre des Affaires francophones sortante, Caroline Mulroney. Comment vous analysez ça? On s'en attendait, évidemment. C'est elle qui avait un bilan à défendre. Elle l'a bien défendu, a gardé son calme malgré les attaques de la part des trois autres candidates. Et les deux choses, je pense, dont elle voulait que les auditeurs se souviennent, c'était la nécessité d'avoir une économie forte pour soutenir la communauté franco-ontarienne, ça, c'est pas surprenant venant des progressistes conservateurs, et le fait que c'était un gouvernement qui avait procédé à la modernisation de la loi sur les services en français. Évidemment, l'un de ses legs, quelque chose dont clairement elle est fière et sur lequel elle veut faire reposer, je pense, la réputation du Parti progressiste conservateur qui avait, disons, une confiance à regagner auprès de la communauté franco-ontarienne après leur premier mandat. Le fait d'avoir modernisé cette loi que les autres partis n'ont pas modernisé. Donc ça, c'était un atout. Elle était en position d'une personne qui défend un bilan, ce qui peut être un atout, mais aussi qui peut avoir certains inconvénients, suivant si ce bilan plaît ou pas, suivant de quel point de vue on se place. Mais c'est ça, c'est que sur la loi sur les services en français, il y a eu cette incompréhension. Nous, on l'a modernisé, les autres partis ne l'ont pas fait, mais en même temps, dans son application, là, les autres partis ont cherché une faille dans le fait qu'elle est difficilement applicable sur le terrain en réalité. Oui, et d'ailleurs, bon, il y avait un petit article de Radio-Canada qui était paru, je pense que le timing était voulu, sur justement la mise en œuvre sur le terrain de la loi sur les services en français, notamment dans les bureaux de Services Ontario, un peu partout dans la province où on a constaté que l'offre active est pratiquement inexistante, malgré le fait que maintenant, elle est obligatoire dans la loi et que pour recevoir son service en français, même lorsqu'on doit le demander, c'était vraiment pas un donné, même dans les bureaux où on dit qu'on a la main-d'œuvre pour servir la population dans les deux langues. Ouais. Donc, de toute évidence, malgré effectivement une loi qui a été renforcée, sur le terrain, il y a encore des lacunes très, très évidentes pour les citoyens. Oui, Caroline Mulroney qui a aussi insisté sur le fait qu'on avait une nouvelle désignation avec la ville de Sarnia, donc théoriquement plus de services en français. Mais c'est vrai je pense qu'on a tous à peu près dans nos vies personnelles fait l'expérience d'aller chercher des services gouvernementaux. Puis c'est assez compliqué. À Toronto, peut-être un petit peu moins à Ottawa, mais c'est vrai que on ne sait jamais à quoi on va avoir affaire quand on demande des services en français. Est-ce qu'en tout cas, on y voit un petit peu plus clair sur la volonté de chaque parti de faire quelque chose pour la francophonie?
On a vu aussi que l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario avait publié les réponses des différents partis sur des questions très précises sur la francophonie. Est-ce qu'on y voit plus clair, Stéphanie? Absolument. Ça, c'est un outil, franchement, qui fait belle œuvre, je pense, à chaque élection, qui est offert par l'Assemblée de la francophonie de Mm. l'Ontario. On voit que les partis ont tous pris ça au sérieux, quand même, des réponses étoffées aux questions. Un aspect choquant, toutefois, c'est que le Parti libéral de l'Ontario a répondu à ce questionnaire-là en anglais cette année. Quelque chose qu'on n'a jamais vu de la part de ce parti-là. Étrange. Les progressistes conservateurs, dans les années précédentes, parfois avaient répondu en anglais. Cette fois-ci, je dois admettre non seulement que leur réponse était en français, mais c'était à plusieurs égards les mieux étoffées. On a vu qu'on non seulement, bon, on avait un bilan à défendre, mais que pour la suite des choses, on avait également des choses à dire. Donc, j'invite les auditeurs à aller lire les réponses parce que, bon, à part pour le Parti vert qui a publié sa plateforme seulement en anglais, on attend toujours les plateformes officielles des autres partis. Ce questionnaire-là nous permet quand même d'avoir des réponses assez claires sur les 5 grands enjeux qui avaient été identifiés par l'AFO comme étant les priorités des Franco-Ontariens. Tout à fait, on attend toujours ces fameuses plateformes qui tardent là, sûrement volontairement à arriver là, mais c'est vrai qu'on a toujours en attente de ces plateformes et il reste moins d'une semaine avant le scrutin. Donc c'est sûr que je pense qu'il serait temps, beaucoup de citoyens attendent ces fameuses plateformes. Si on regarde à l'échelle de l'ensemble des débats, on a vu que la santé revenait en permanence, c'était un thème récurrent. Est-ce que, quoi qu'il arrive, le prochain gouvernement, quel qu'il soit, devra tenir compte de cette attente des Ontariens, de cette poussée des oppositions? Est-ce le prochain gouvernement devra tenir compte de manière très forte de cette reconstruction du système de santé qui a été mis à rude épreuve? Oui, ça, je pense que c'est un aspect dont on peut mettre ça sur, disons, les libéraux hein, Oui. qui ont décidé d'imposer cette thématique-là dès le début de la campagne, malgré les menaces tarifaires là, qui allaient de toute évidence être la question de l'urne si Doug Ford Mm. avait le type d'élection qu'il souhaitait avoir. Euh, je pense qu'effectivement, il faudra qu'il y ait des suivis pour la suite des choses. On a 3 sur 4 partis qui répètent à peu près la même chose sur Oui. l'accès à des soins de santé primaires ou à des médecins de famille. Les progressistes conservateurs qui répètent et répètent le nom de la docteure Jane Philpott, évidemment, en disant « Nous sommes allés chercher une expertise, nous sommes sur le cas de la question des médecins de famille, des soins de santé primaires », mais sans vraiment nous donner plus d'indications sur ce que seront les solutions qui seront mises en œuvre. On met les attentes hautes. C'est pas la première fois durant une élection qu'on parle de cet enjeu-là, de l'enjeu de l'accès à des médecins de famille. Mais là, on voit qu'il y a vraiment un consensus. Après, on verra, après les élections, qu'est-ce qui en sera réellement. Là. Stéphanie, et ce débat en anglais, on s'était quitté dans le dernier épisode en disant c'est le moment d'abattre des cartes pour chaque parti. Est-ce que ces cartes, elles ont été jouées et de la bonne manière? Comment vous avez perçu ce débat des chefs en anglais? Il n'y a pas eu de grandes surprises sur les thèmes de fond qui ont été abordés par les chefs. Je pense que ça nous a permis de voir un peu plus la personnalité des différents chefs, surtout Bonnie Crombie qui demeurait, disons, une inconnue. On l'a vu très agressive vis-à-vis de Doug Ford. On voit que ce sont des gens qui se connaissent depuis de nombreuses années, notamment Marit Stiles, qui était plus posée, qui a réussi à marquer des points. Mais ce qui m'est vraiment resté dans le débat, c'est le format qui a fortement avantagé Doug Ford. C'est-à-dire qu'on avait décidé que chacun des chefs, lorsqu'ils allaient mentionner un opposant, ça allait octroyer du temps supplémentaire à cet opposant-là. On a vu des tirs groupés contre Doug Ford, ce qui, en contrepartie, a donné beaucoup de temps supplémentaire à Doug Ford, qui a pu vraiment marteler les points forts sur lesquels le parti a voulu bâtir sa campagne. Évidemment, on a parlé d'économie, on a parlé de Donald Trump et évidemment des infrastructures, les routes, le fameux tunnel fantaisiste selon Bonnie Crombie. Mais le format a fait en sorte que on a surtout entendu parler de Doug Ford durant ce débat-là, finalement. Et ça a permis au fameux marteau des tarifs de revenir constamment. On l'a vu sur l'ensemble des débats, on le voit sur la campagne. Il y a toujours, on l'a vu aussi dans le débat en français, il y a ce marteau des tarifs qui cogne régulièrement. Et je voulais vous parler de ce débat du Nord. C'est un débat qui a quand même permis
de enfin parler de cette grande région. On sait que tous les candidats tous les chefs sont concentrés sur Toronto, le 905. Ce sont des circonscriptions extrêmement importantes pour remporter une élection. Mais là, on a pu enfin s'extirper un peu de Toronto et parler des enjeux du Nord. Oui, effectivement. Puis c'est vrai qu'on en entend peu parler au jour le jour durant la campagne. On a pu mettre un peu le doigt sur certains des enjeux qui sont propres à cette région-là. Évidemment, bon, l'enjeu du logement qu'on associe beaucoup à Toronto, mais c'est vraiment un enjeu pan-provincial, on a pu en parler. Le transport aussi, qui Oui. est un enjeu particulièrement difficile pour cette région-là. Le développement économique également. Donc, ça a fait œuvre utile, je dirais, Mm. pour cette région-là de la province qui se sent, je pense, au jour le jour, peut-être un peu oubliée de par justement ce calcul mathématique que font Mm. les partis dans leur quête de vote, là. Et là, Doug Ford était aussi en position de défendre un bilan. Il a parlé du Northlander, il a parlé de plusieurs projets dans le Nord. Et l'opposition a beaucoup insisté aussi sur l'aspect, vous l'avez dit, les transports, les autoroutes, l'aspect sécurité routière. Donc là, ça a permis d'aller un petit peu plus loin sur ces enjeux. Il y a beaucoup de maires dans le nord de l'Ontario qui se sont abandonnés. Là, je pense qu'il y a les partis essayent d'aller chercher ces voix dans le Nord. C'est une région très francophone aussi. Donc, il faut aussi satisfaire cet électorat. Oui, oui, tout à fait. Et bon, d'avoir les 4 chefs qui se rendaient dans le moyen nord de la province, ça a permis d'en savoir un petit peu plus, par exemple, sur leur position par rapport à l'Université de Sudbury. Oui. Ça aussi, ça a fait œuvre utile. Évidemment, on en a entendu beaucoup plus parler durant le débat des représentantes en français, mais des points d'interrogation qui ont pu être clarifiés là, durant cette joute-là. Est-ce qu'on est en train de basculer tranquillement vers un duel entre Doug Ford et Bonnie Crombie? On voit que dans les sondages, les libéraux commencent un peu à se distinguer par rapport au NPD. On a vu aussi que les attaques récemment étaient orientées aussi vers Mary Stiles du côté des libéraux. On voit que Doug Ford n'est plus seulement la cible unique. Il y a un intérêt là à aller chercher une opposition officielle peut-être. Comment est-ce que vous voyez les choses? Mais c'est intéressant pour le Parti libéral, mais c'est peut-être un défi aussi parce que Bonnie Crombie, quand elle est devenue chef, s'est vraiment positionnée plus proche du centre, hein. Elle voulait ramener le Parti libéral un peu plus vers la droite que ce qu'il était sous Kathleen Wynne et Stephen Del Duca. Mais on se rend compte, je pense, à l'interne que Doug Ford, il y a très peu de gains à faire à ce point-ci en l'attaquant et qu'on serait peut-être mieux de se retourner vers notre adversaire de la gauche, c'est-à-dire Marit Stiles, et tenter d'aller chercher des appuis de ce côté-là, notamment en parlant de choses comme du vote stratégique, de tenter de vendre aux Ontariens qu'une opposition libérale serait une opposition plus forte que ce qu'on a vu depuis 2022 sous les néo-démocrates, là. Deux dernières petites questions, Stéphanie. On a vu aussi au cours des derniers jours qu'il y avait une envie pour chaque parti de se présenter comme le parti des syndicats. On allait chercher des appuis à droite et à gauche, parfois même des appuis de maire, des appuis de syndicats. Finalement, dans cette élection, c'est qui le parti des syndicats? Ben, si on en regarde les appuis formels des syndicats, en fait, c'est les progressistes conservateurs. Et ça, c'est évidemment une très mauvaise nouvelle pour les néo-démocrates qui sont un peu l'habitat naturel Ouais. du mouvement syndical. On a vu une dizaine, peut-être un peu plus à ce point-ci, syndicats tant du milieu privé que du milieu public. Et ça, c'est quand même un peu surprenant en considérant l'historique des progressistes conservateurs avec les syndicats publics. On sait qu'il y a eu des bras de fer assez sérieux, Ouais. notamment dans le milieu de l'éducation, par exemple, mais des appuis formels venant de syndicats qui ne se positionnent pas nécessairement habituellement en période électorale pour soutenir Doug Ford. Et donc, on voit que ce discours-là qui vise l'économie, qui vise les portefeuilles des travailleurs, ben, ça a une résonance dans le milieu de ce qu'on appelle l'école bleue, là, en règle générale. Et on va voir si ça va servir en termes de voix. Qu'est-ce qu'il faut surveiller ces prochains jours, Stéphanie? On va se retrouver par la suite, mais là, on est dans les derniers jours de la campagne. Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Ben,
Au lieu de jouer à Où est Charlie, je pense qu'on va jouer à Où est Doug Ford dans les prochains jours. Parce que on sait que Doug Ford, il a tendance à sortir de son script et il a fait quelques gaffes depuis les derniers jours Mhm. en parlant de la peine de mort, notamment durant un gala. Ça a un petit peu pris de court, je pense, sa propre équipe. Et donc, les progressistes conservateurs ayant une belle avance, on va vouloir ne pas se tirer dans le pied et faire aussi peu de vagues que possible. Donc, j'ai l'impression qu'on va très peu voir Doug Ford dans les prochains jours. Du côté de Mme Stars et de Mme Crombie, je pense on va jouer dans les circonscriptions où on a des pivots possibles pour tenter justement de faire des gains stratégiques. Et là, c'est vraiment une fin de course qui est finalement une course pour la deuxième place qui se dessine. C'est ce qu'on va voir. En tout cas, merci Stéphanie Chouinard, professeure de sciences politiques au Collège militaire royal de Kingston. On se laisse ici et on va retrouver un second invité. Il s'agit de Philippe Garneau, expert en images et en marque. On se retrouve pour cette deuxième partie de notre épisode avec cette fois-ci Philippe Garneau, président de GWP Brand Engineering. Bonjour Philippe. Bonjour Rudy. Vous êtes dans cet épisode notre expert en communication, en marque et en image. Donc vous avez suivi un petit peu une partie de la campagne et puis les derniers débats et on va avoir besoin de votre œil un petit peu pour décrypter un petit peu cette guerre de communication qui se joue parce que c'est en partie là que se gagne aussi une élection, c'est sur la communication et notamment les slogans. On a vu que chaque parti adoptait un slogan, protéger l'Ontario pour les progressistes conservateurs, plus pour vous, pour les libéraux. On avait aussi à vos côtés pour les néo-démocrates et les gens avant les profits pour le Parti vert. Comment vous jugez un petit peu ces slogans-là? C'est intéressant. Chaque slogan, bien sûr, est le slogan approprié pour chaque parti. On n'est pas surpris qu'avant les profits soit le slogan d'un de ces partis et que celui du Parti conservateur soit bien sûr on vous protège parce que c'est lié à tous les messages qu'il offre durant sa campagne. Le problème avec les slogans, c'est qu'ils sont très difficiles à retenir. On en discute d'une façon intellectuelle où les analystes et les académiciens, on peut bien sûr faire le point sur le lien entre le slogan et peut-être même trouver des nuances. Mais le fait demeure que dans mon métier, dans le monde du branding et du marketing, ça prend des années et beaucoup, beaucoup d'argent pour apprendre un slogan aux gens. Alors, j'ai l'impression que les slogans sont plutôt pour unifier ceux qui appuient le parti, mais le grand public, à moins que ce soit un slogan extraordinaire, tous les slogans font compétition à tous les slogans qu'on voit sur TikTok, pas des slogans politiques, mais des mimes, des choses qui sont reproduites. Donc, on existe dans un monde qui est tellement comblé de slogans, si vous voulez, et je ne me limite pas aux slogans de publicité que d'essayer de trouver un slogan et dire c'est le slogan qui va nous gagner notre campagne, ce serait naïf. Mais est-ce que ça veut dire que les slogans n'ont plus d'importance? Ou pas autant À mon qu'on croit? avis, beaucoup moins d'importance. C'est simplement une façon de se rappeler de certains points, etc. Quand on regarde les slogans du passé, que ce soit en Ontario au niveau fédéral, ou si je vous demandais de citer un slogan célèbre, bien sûr, ce serait « Make America Great Again ». Et même celui-là n'était pas nouveau, mais datait d'avant, et ça a pris des milliards à l'apprendre. Et c'est surtout que la réussite d'un slogan dépend absolument de la notoriété du chef de parti. En d'autres mots, le plus, que ce soit Mme Crombie ou M. Ford ou Schneider, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que cette personne attire l'attention de la presse et du public et il y a peut-être dans ce moment-là une occasion pour que le slogan colle. Mais à part de ça, ce n'est pas ce que les gens recherchent. Donc, c'est un outil qui de plus en plus devient de moins en moins efficace, je trouve, et certainement dans une élection rapide qui n'a pas vraiment commander les manchettes tous les soirs. Mais parce qu'un slogan, pour être bon, il faut qu'il s'imprime là dans notre cerveau. Et puis, en même temps, il faut qu'il réponde, il écoute les gens, il y ait de l'empathie, il y ait de l'écoute, il y ait qu'est-ce qu'attendent les gens. Mais en même temps, il faut qu'à travers ce slogan,
on soit en accord avec le programme qu'on veut appliquer. Voilà. Et en politique, le programme peut changer d'une semaine à l'autre. Donc, choisir un slogan et dire ça va être parfait dans 3 mois, si on avait un écart de 3 mois, ou dans 3 semaines, c'est autre chose. Alors vraiment, la qualité d'un bon slogan, ce n'est pas qu'on pourrait le remplacer et le mettre comme le titre dans une annonce. Si on disait on protège l'Ontario, et si on voyait ça simplement comme le titre dans une annonce et il y avait un texte en dessous, on passerait à côté. Mais c'est plutôt, est-ce que toutes les choses qu'un candidat fait, et tout ce qu'ils disent, est-ce qu'on peut les relier au slogan? C'est ça qui permet à un slogan de croître. Sinon, il faut simplement du temps et de l'argent, parce que les slogans sont construits et deviennent populaires avec la dimension du temps. Sauf que là, les slogans ont une durée de vie de 28 jours là, Voilà. dans la campagne. Mais il n'y a pas que les slogans dans Non. cette campagne. On a vu aussi un stratagème dès le début de la campagne avec les fameuses casquettes. Le Canada n'est pas à vendre pour Doug Ford. Et puis, les vrais leaders réparent le système de santé pour les libéraux. On a vu qu'il y a eu des stratagèmes un petit peu là pour poursuivre cette stratégie de communication et de marque. Alors, bien sûr, quand une marque s'introduit au public ou croît devant le public parce qu'elle existait déjà, il y a certains outils, bien sûr. Est-ce qu'on demande à un consommateur de porter notre slogan sur un T-shirt? Ben, les gens sont épatés de mettre le swoosh de Nike, bien sûr. Alors, eux, ils veulent reproduire quelque chose de l'image, ou just do it. Alors, il y a des moments où le consommateur, et je distingue le consommateur du citoyen, parce que dans une élection, on parle de citoyen, mais le consommateur essaye d'exprimer quelque chose par l'entremise de la marque. En politique, on veut déclarer, si on va porter un chapeau qui dit, par exemple, « Le Canada n'est pas à vendre », c'est un chapeau un peu vexant parce que c'est une pensée qui est appuyée par toutes les provinces et tous les Canadiens en ce moment. Ça n'appartient pas à Ford, c'est simplement que c'est lui qui porte ce chapeau. Et l'autre chose, c'est que, est-ce qu'on est une culture de chapeau? Bien sûr, beaucoup de gens portent des chapeaux, mais aux États-Unis, le chapeau désigne aussi un aspect de la société, ou une tranche de la société, l'ouvrier, etc. C'est pas les PDG qui portent ce genre de chapeau, à moins qu'ils aillent voir un jeu de baseball dans leur boîte privée, etc. Alors, c'est une façon de communiquer autre chose aussi, le chapeau. Ça communique son soutien des ouvriers, et on voit ça. Donc, il y a une suivi dans tous les aspects de la campagne de Ford quand Bonnie a décidé de mettre son propre chapeau. Le message n'était pas le chapeau, mais c'était simplement une façon, je pense, efficace d'introduire son visage. Parce que le message est porteur, mais elle est passablement inconnue. Si on met les deux ensemble, on a une chance d'avoir une image. Donc, c'est de la pub gratuite. Mais en même temps, est-ce que l'image est aussi porteur quand on imite? Là, on était dans l'imitation de Doug Ford qui met sa casquette. Est-ce que le message est aussi fort quand on est dans l'imitation d'un stratagème d'un autre parti? En principe, non. Si on fait passablement la même chose avec le message. Donc, si Ford avait un chapeau et Ford imite Trump qui avait un chapeau, c'était pour lui donner une réponse. Donc, on lui dit, OK, ça va, t'es pas en train d'imiter Trump, tu te sers du même média, si on peut parler d'un chapeau comme étant un média. Et donc, Mme Crombie a fait la même chose. Elle ne porte pas le chapeau pour envoyer le message de solidarité, je pense, avec... Mais c'est un outil pour véhiculer le sien. C'est simplement... Mais le message est différent. Et c'est un message... parce qu'il faut se demander... Ford a un message sur la tête adressé à Trump. Crombie a un message sur la tête adressé à Ford. Alors, ils ne sont pas ex aequo dans le sens qu'ils ont chacun un stratège différent pour le message. Et ce qu'il faut se demander, c'est lequel envoie le message le plus fort envers le public. Et je pense qu'à cet égard, je trouve que Mme Crombie a gagné, mais malheureusement,
pas beaucoup de gens ont vu ce message parce que ce qu'elle essayait de faire, bien sûr, c'est de changer la discussion. Au lieu de dire qu'on doit élire simplement la personne qui va être le plus combatif envers Trump, elle veut adresser les soucis que les sondages révèlent à bout portant que les Ontariens se concernent de la santé et d'autres soucis. Donc, elle dit, un vrai leader ne se préoccupe pas de ceci, mais de cela. Alors elle fait le point, mais c'est un point pour un public informé qui suit tout. Donc, je pense qu'elle gagne, mais dans un sens, elle perd. Philippe, est-ce que tous les coups sont permis en communication? C'est quoi la limite? On a vu notamment l'utilisation des SMS de façon assez massive de la part des progressistes conservateurs. Jusqu'où on peut aller en communication pour véhiculer un message dans une campagne électorale? Je devrais dire qu'après les 2 dernières années qu'on a subies et vues aux États-Unis, malgré le fait qu'on a des règlements différents, etc., je pense qu'il n'y a plus de loi maintenant. On peut tout essayer. Tant qu'on ne casse pas la loi ou on dépense de l'argent qui n'était pas permis, etc. Mais je pense qu'avec les médias qui changent, avec le taux de changement, une campagne en 2025 ne ressemble presque pas à une campagne en 2021, disons, parce qu'on a ces moyens différents et quand on regarde ce qui s'est passé avec Obama, quand il a été élu, c'était Twitter qui lui a permis d'être élu. Et les gens auraient dit, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas vu venir, disons, les autres. Mais c'était vraiment les jeunes et qui se servaient des réseaux sociaux. Et je pense que les gens plus, je ne parle pas du parti maintenant, mais les gens plus conservateurs aux États-Unis se sont dit, qu'est-ce qui vient de se passer? On n'a pas vu comment il a réussi ce coup. C'est parce qu'il employait une conversation avec les jeunes, il employait une média que les autres ne savent même pas comment s'en servir. Justement, restons là-dessus. Ouais. Est-ce que ces réseaux sociaux, on les utilise assez dans cette campagne? On sait que c'est quand même le moyen de rejoindre les jeunes. Est-ce que les partis s'adressent de la bonne façon aux jeunes et est-ce qu'ils utilisent suffisamment les réseaux? Je vais vous donner un exemple qui est personnel plutôt. C'est quelqu'un que je connais qui a 25 ans, qui sur Facebook disait il faut qu'on se réunisse, il faut combattre Ford. Je n'étais pas surpris que les jeunes, bien sûr, soient contre Ford. On ne peut plus maintenant dire d'une façon générale que le vieux cliché qui disait que si tu n'es pas un socialiste quand tu es jeune, un libéral quand tu es dans le Moyen Âge et conservateur quand tu es vieux, je pense que ça change un peu. On a vu aux États-Unis que certains jeunes ont appuyé Trump parce qu'ils faisaient face à des conditions. Ce n'était pas un point académique pour eux. Ils n'étaient pas chez eux. Il fallait qu'ils traitent avec la vie. Mais je pense que la plupart des partis ne se sont pas penchés très fort sur les jeunes, et à ce que je sache, en tout cas, simplement en regardant mes réseaux à moi, et ce que je lis, je ne vois pas une histoire qui va être révélée dans 7-8 jours qui nous dit c'était vraiment les jeunes de la société que ce parti a réussi à recruter. Non, c'est en partie parce que je pense que ça va être une élection avec des chiffres de moins de votes et c'est une élection où on a porté moins attention. Donc, et en principe, les jeunes votent moins. Donc, s'il fallait choisir avec des fonds limités, un temps limité et un cycle de nouvelles où on a des bonnes chances de ne même pas être aux nouvelles durant le soir, pour employer un vieux terme, le soir, comme si c'était le seul moment, mais plutôt durant le cycle des nouvelles, on fait concurrence à tellement de chocs tous les 48 heures que se dire, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire avec les jeunes? On les ignore. Ouais. Revenons sur les débats. On a vécu plusieurs débats là, en anglais, en français. C'est quoi l'art de diffuser le bon message dans un débat, ce qui est souvent un exercice en direct ou un petit peu en différé, mais c'est un exercice où il faut se livrer et véhiculer un message. Est-ce que les partis ont réussi à vraiment le véhiculer, ce message?
Euh, je pense que, comme l'a dit Stéphanie, je n'étais pas surpris que Caroline Mulroney soit très efficace, que le débat francophone, certainement parce que c'était quatre individus très qualifiés, qui, pour la plupart, se sont bien entretenus et respecté les normes. Il y a eu des moments où c'était la zizanie un peu, mais en même temps, le truc avec les débats, quand on ramène ça à l'idée de la marque, c'est voici la chance pour chaque candidat d'avoir en principe le même montant de temps parce que c'est une élection que Ford possède parce qu'il a pu déployer l'argent des citoyens de l'Ontario en commençant au mois de décembre pour faire les annonces aux États-Unis disant que l'Ontario compte, etc. Ce qui a donné chaud au cœur pour les Ontariens qui commençaient à craindre qu'est-ce qui va se passer. Ensuite, il y a eu les fonds qu'il a employés pour faire sa publicité à lui, où on le voit avec entouré de journalistes, en train de conduire sa propre voiture, en autre mot, à communiquer l'image que c'est un chef qui est en charge et qui va, comme le slogan le dit, se battre pour vous. Mais durant le débat, parce que c'est un débat qui est géré, bien sûr, ce n'est pas la folie, sont un peu somnolents. Ouais. Il faut Avec, vraiment vouloir pour les regarder. avec ce flou aussi entre la casquette de Premier ministre et la casquette de candidat, là, c'est plutôt avantageux dans cette position-là. Oui, très avantageux. Et aussi, il faut dire que Ford est, en tout cas durant cette campagne, est une créature créée par ses stratégistes. En d'autres mots, il n'est pas en train d'être lui-même. Parce que Ford, à son meilleur, si je peux employer le terme, est combatif, attaque, fait des erreurs, toutes sortes de choses. Mais il sait que chaque fois qu'il fait ça, il a des ennuis. Donc, on est en train de le retenir et c'est un peu comme si c'était une création de publicité. Répondre ces questions toujours sur ce point-là. Donc, il y a toujours un Cyrano, un souffleur. Et en même temps, on est un peu dans cette ère du temps où on voit aussi côté américain les formes de populisme, on peut dire ce mot, c'est vraiment quelque chose aussi qui marche dans des élections. Il surfe Oui. un petit peu sur ça, mais en même temps, il est un petit peu hors convention. Est-ce qu'on va plus le chercher pour la personnalité qu'il représente que les idées dans cette élection? Je pense que parce qu'il mène par au moins 10 points en ce moment, et c'était un écart qui était encore plus grand, ses stratégistes lui ont dit « tais-toi, ne dis rien ». S'il devait venir d'en arrière pour aller en avant, on l'aurait libéré à dire ce qu'il veut, parce qu'il fallait prendre la chance. Parce que c'est vraiment ce qui s'est passé avec Trump. Trump a ignoré totalement toutes les lois de campagne et a simplement dit ce qui lui passait dans la tête et c'est sorti de sa bouche. Et dans un sens, Ford lui envie parce que c'était le succès de son frère, c'était un peu son succès aussi. Alors, de le voir avec des menottes un peu, essayer de se retenir, je pense que c'est directement lié au fait que le moins il dit, le moins il parle de santé. Quand il parle de santé, il commence à perdre. Quand il commence à se défendre pour la ceinture verte, il commence à perdre. Donc, dis moins et dis seulement ce qui est sur le script. Donc ça veut dire, à l'opposé, les partis opposés doivent avoir la stratégie inverse, c'est-à-dire continuer à marteler. En termes de communication, ça signifie, on a parlé de Doug Ford, ça signifie quoi pour les autres partis? Là maintenant, il nous reste plus que quelques jours avant le scrutin, en termes de communication. Donc, il faut voir vraiment quel est le caractère de de Mme Crombie et Stiles, etc. Parce que ce qu'on voit, c'est comment ils répondent à Ford, mais ils ont eu peu d'occasions de vraiment s'exprimer et de les voir d'une façon inédite. Quand Ford ne savait pas que le micro était là, il a commencé à dire d'autres choses. J'étais 100% pour Trump, etc. Personne n'était surpris, mais ça a ajouté quelque chose. Et je pense qu'en politique, ces jours-ci, et on voit ça partout dans le monde, une certaine portion de la population adore dire cette phrase. « Ah, il est comme moi. » C'est un gars ordinaire, etc. Moi, je viens d'une génération qui veut élire les gens extraordinaires. Je ne veux pas que un politicien ait mes faiblesses ou mes forces. Je veux que cette personne soit
Capitaine America ou Capitaine Canada. Et Ford essaye de faire les deux. Il essaye de dire, je suis le grand leader que vous méritez, mais en fin de compte, je suis allé dans un collège communautaire, j'ai fait 2 mois, j'ai quitté. Est-ce qu'on est surpris que l'éducation ne compte pas pour lui? Parce que c'était pas ses meilleures années à l'école. C'était pas, il ne retient pas l'idée de ses 4 années d'université, etc. Donc, pour lui, et on sent aussi quand on l'entend parler que tous les problèmes seraient réglés si les gens simplement trouvaient une job, etc. Il est très pragmatique et n'est pas visionnaire dans ce sens-là. Et donc, et on se trouve dans une situation à un moment dans la société où une suffisante portion du public trouve que c'est bon d'avoir un leader avec les mêmes faiblesses que soi-même. Merci Philippe pour cet éclairage en matière d'image et de communication très très instructif. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Ce sera la semaine prochaine, juste avant le scrutin. On va aller dans vos circonscriptions, dans votre circonscription, pour découvrir un petit peu tous les aspects francophones. Et on ira aussi du côté des candidats francophones. On va explorer un petit peu cette question et vous préparer tranquillement au scrutin que surveiller durant la soirée électorale. On vivra cette soirée électorale sur onfr.org. On sera aussi sur Blue Sky et sur X, ainsi que sur YouTube. On se retrouvera pour un ultime épisode juste après les élections où on reviendra sur les grands enseignements. À bientôt.